4, 3, 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce 7e et avant-dernier webinaire Explore Tour Pro destiné aux professionnels du tourisme de la Réunion. Nous sommes en direct au cœur des territoires de notre île pour ces 8 webinaires, 8 sujets d'actualité qui nous ont été concoctés par Géraldine Huette de la Fédération Réunionnaise de Tourisme, Sophie Durville du Club du Tourisme et Agnès Lavaux du Syndicat des professionnels des activités de loisirs, le CIPRAL. Elles sont avec nous ce soir toutes les trois pour relayer vos questions à nos invités en visioconférence. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir un trio exclusivement féminin. Alors je vais tout d'abord souhaiter la bienvenue à Valérie Burnet. Bonsoir à vous Valérie, est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Valérie Burnet, vous êtes chargée de projets et événements éco-responsables. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, toujours. Je ne l'entends pas pour le moment. On va passer à notre deuxième invitée. Elle nous rejoindra certainement dans quelques minutes. Nathalie Waro, notre seconde invitée, responsable du pôle Outre-mer à Atout France. Bonsoir à vous Nathalie, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, bonjour à tous. Très bien, bonsoir donc à vous et bienvenue, merci. Alice Deliger, enfin, vous êtes fondatrice et directrice de l'hôtel Les Jardins d'Eva à Elbourg. Je vous souhaite la bienvenue. Est-ce que vous m'entendez également? Oui, je vous entends. Bonsoir tout le monde. Très bien, merci beaucoup à vous, en tout cas à toutes les trois, d'être avec nous ce soir pour participer à ce webinaire. Ce soir, nous allons parler, comme notre thématique ce soir sera comment engager la Réunion vers un tourisme durable. En effet, face à l'urgence climatique, à la perte et à la chute de la biodiversité, aux pollutions diverses ainsi qu'aux inégalités sociales, les réflexions autour du développement durable sont nombreuses et la crise du Covid-19 a été perçue comme l'un des stigmates de la crise environnementale. Le tourisme durable est aujourd'hui au centre, au premier plan de toutes les réflexions sur le tourisme de demain. Alors, du côté des voyageurs, la demande est croissante pour des pratiques plus durables en effet, et de nombreuses destinations touristiques s'emparent actuellement de ce sujet. Orienter la Réunion vers un tourisme durable permettrait aussi de sublimer l'image de notre destination. Et pour cela, les acteurs de la filière, qu'ils soient privés ou publics, doivent s'engager et collaborer pour permettre de mettre en place des actions opérationnelles. Alors, vous le savez, aujourd'hui nous avons un thème à traiter et nous avons des questions auxquelles nous devons répondre. Comment la Réunion va favoriser une économie plus efficiente, sociale et solidaire? La Réunion peut-elle également s'afficher comme une destination durable? Et quel est aujourd'hui l'engagement des professionnels du tourisme dans cette démarche? Nous évoquerons ensemble ces sujets ce soir dans ce direct. N'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire. Partagez-le également autour de vous. Il y a peut-être des professionnels du tourisme qui ont besoin de réponses à leurs questions. Ce webinaire est fait pour eux. Et si nous sommes en direct au cœur des territoires, vous le savez maintenant, nous en sommes au 7e. C'est avant tout pour donner la parole aux prestataires touristiques qui sont à La Réunion nombreux. Et nous sommes ce soir dans l'est de l'île, plus précisément à Saint-André. Je suis dans un jardin luxuriant, tout près d'une maison d'hôtes qui s'appelle Poivre et Citronnelle. Et juste derrière moi se trouve Jean-Marc Raz. Il est avec moi donc sur ce plateau. Bonsoir à vous Jean-Marc. Bonsoir. Comment allez-vous déjà? Nous allons bien, puisque nous ne sommes pas Covidés. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Merci en tout cas de nous accueillir ici dans cet endroit. Vraiment, c'est un écrin de verdure et ça me semble très chaleureux. Alors déjà, je voudrais savoir si vous pourriez me présenter votre structure. Alors, si vous pourriez nous présenter la structure. Monsieur Raz, donc votre micro est allumé. Voilà. Et effectivement, donc, vous êtes dans une maison d'hôtes qui comporte 5 chambres et nous sommes labellisés à 4 clés vacances. Et nous avons un thème, effectivement, c'est le développement durable. Un thème et un slogan, c'est simple et tranquille. Donc on vit le développement durable simple et tranquille. J'adore ce maître mot, simple et tranquille. Et il me semble aussi que vous avez obtenu un prix
auprès des offices de tourisme, le prix Foncare. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut en parler? C'est ça. L'ensemble des professionnels des offices de tourisme nous ont décerné l'année dernière donc, le prix Fond de Cœur. Alors effectivement, c'est un peu dans la catégorie développement durable. C'est un peu pour, je ne dirais pas nous récompenser, mais quand même pour acter le fait que nous sommes bien engagés dans cette voie du développement durable. Et concrètement, ça se passe comment chez vous, dans cette structure, le développement durable, ça va jusqu'où? Voilà, concrètement, donc, nous avons opté pour l'électricité solaire, déjà. Nous avons opté pour la récupération d'eau de pluie, parce qu'effectivement il pleut à Saint-André, et qui alimente nos toilettes. Nous avons opté pour des murs végétaux qui limitent le besoin de clim. Nous avons opté par souci de sainteté, de n'utiliser aucun engrais, aucun pesticide, et ça c'est depuis 30 ans. Et donc nous servons à nos aimables touristes des petits déjeuners nets, bio, du terrain, voilà, qui viennent de la cour. Local, comme on dit. Et dans cette structure, j'imagine que vous aviez connu pas mal de mouvements, il y a eu quand même pas mal de visiteurs. Vous m'aviez parlé tout à l'heure de touristes étrangers. Voilà. Comment ça s'est passé là, cette crise? On imagine que les touristes étrangers, il n'y en a plus trop? Voilà, effectivement, nous avions une clientèle pas exclusivement, mais principalement européenne, des Suisses, des Allemands, des Autrichiens, des Russes, des Mexicains, etc. Et effectivement, l'année 2020 a vu bon nombre d'annulations et nous avons fonctionné à au moins 10% de clientèle étrangère, pas plus. Et nous avons quand même la chance d'avoir quelques visiteurs réunionnais qui viennent découvrir l'Est de la Réunion. Et l'Est de la Réunion vaut le coup, il faut qu'ils viennent. Et je veux bien vous croire, on est vraiment très bien ici dans cette maison d'hôte, et on remercie les Réunionnais qui jouent jeu, qui viennent ici, parce que comme le dit Monsieur Raz, il y a besoin de monde. Les gens ne viennent plus trop de l'extérieur. Et je voudrais juste savoir, la période de la crise sanitaire, pour vous, ça a été très difficile, on imagine. Est-ce que vous arrivez à remonter la pente? Alors, c'est beaucoup d'incertitudes. C'est assez difficile financièrement, c'est clair. Mais nous restons positifs et on se dit que la Réunion, quand même, a une bonne image et tous ces gens-là reviendront. Il y a eu beaucoup d'annulations par les agences de voyage, mais déjà quelques réservations pour l'année prochaine, 2021, etc. Donc voilà, on reste positif et on est à l'écoute de tout ce qui va se passer effectivement au niveau sanitaire, mais bon, je pense que d'ici 3-4 mois, la chose sera derrière nous. Eh bien, on l'espère en tout cas, on l'espère pour la Réunion, on l'espère pour votre structure également. Merci. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir pour ce webinaire dans cet écrin de verdure. Je vous conseille vivement de vous y rendre également, profiter de ce petit moment de déconnexion avec les produits bio et tout ce cadre très agréable ici dans l'Est à Saint-André. Alors comme je vous le dis, on est là dans l'Est, alors c'est l'occasion pour nous de visionner le film sur les ambiances du territoire de la côte Est de la Réunion, un film réalisé par l'IRT en collaboration avec la Fédération réunionnaise du tourisme, avec les prestataires touristiques également et les offices de tourisme. On se retrouve juste après pour nos échanges avec vous et avec nos invités. A tout de suite.
je suis avec Sophie Durville du Club du Tourisme qui relaiera vos questions ce soir. Bonsoir Sophie, vous allez bien? Bonsoir Wendy, bonsoir à nos 3 invités, bonsoir aux internautes qui nous écoutent. Wendy, ça va très très bien, on est dans un lieu extraordinaire, magnifique, reposant, ressourçant. J'entendais tout à l'heure même le chant, une ribambelle de petits oiseaux nous chantonner dans les oreilles, c'était très agréable. Et puis ensuite, c'est un sujet aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur, celui du tourisme durable. Donc j'espère que Wendy, vous allez bien aussi et je vous souhaite une très belle émission. Merci bien Sophie, je vais très bien. Et elle est avec nous aussi ce soir, vous l'aurez remarqué, un petit peu de vent mais ça rafraîchit et ça fait du bien. On va donc commencer tout de suite nos échanges avec nos invités en attendant vos premières questions sous ce direct. Alors je vais me tourner tout de suite vers Alice Deligé. Vous avez créé en 2006, l'année d'ailleurs de la crise du chikungunya, vous avez créé un hôtel vernaculaire dans le cirque de Salazie à Elbourg. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi avoir choisi ce concept d'hôtel ? Bonjour. Oui, l'idée des Jardins des Vins, en fait, c'était de raconter une histoire. Donc, déjà, dès le nom de l'hôtel, c'est de raconter l'histoire de la Réunion. Et vernaculaire, c'était vraiment tourné vers le tourisme durable, puisque l'idée, c'était vernaculaire, ça veut dire issu du milieu naturel, enfin, qui vient du pays. Donc, effectivement, l'architecture est conçue comme une architecture vernaculaire. Et après, c'est décliné sur l'ensemble du produit. Dans les chambres, vraiment, il n'y a pas de télévision. Donc, c'est vrai qu'au début, en 2006, c'était un petit peu décrié. Hein. C'était un petit peu, on se demandait d'où venait le fait de ne pas mettre de télévision dans les chambres. Ça ne se faisait pas trop, surtout dans l'hôtellerie. Voilà, l'idée, c'était déjà d'interpeller sur, on est dans un environnement, quel impact on a sur l'environnement et en avoir le moins possible, c'est plutôt chouette, quoi. Voilà, c'était un petit peu l'idée de... Très bien, merci Alice. Et, est-ce que selon vous, encore aujourd'hui, est-ce que c'est une utopie, le tourisme durable ? Ah non. En tout cas, pour moi, ça n'en est pas une. Hein. Effectivement... aujourd'hui encore moins qu'il y a 15 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend bien compte que ça devient impérieux de le communiquer. Et puis pour moi vraiment le tourisme c'est un lieu, c'est un secteur d'activité, mais c'est le lieu dans lequel on peut communiquer autour de ses convictions. Puisque quelque part c'est ce on peut se dire que le tourisme c'est ce qu'on a envie de montrer de notre région, c'est mettre en avant les valeurs de notre région. Donc, je pense qu'effectivement, le tourisme durable, enfin l'environnement, le développement durable, c'est la base de ce que l'on veut montrer. C'est vrai que nous, les Jardins des Vins, en plus, on est quasiment en limite de parc. Donc, on a une protection qui est redoublée. Donc, c'est tout l'intérêt. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas un jeu qui se joue seul. C'est-à-dire que toute seule, effectivement, le Jardin des Vins, ils peuvent communiquer autour du zéro déchet, puisque nous, on propose même des shampoings solides. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas l'adhésion de tous nos clients, hein, mais c'est vrai que même dans nos produits d'accueil, on essaye d'avoir le moins d'impact possible, de tout décliner. Et voilà, mais après, je pense qu'effectivement, c'est pas une utopie, mais on n'est pas encore arrivé, quoi. C'est-à-dire que... Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit tous dans la même volonté de développement environnemental. Pour moi, c'est une évidence. On habite sur la Terre, mais voilà, faut qu'on reste proche de cette Terre-là. C'est une évidence pour moi. Je pense que ça l'est aujourd'hui pour beaucoup. Et la crise Covid nous le dit aussi, hein, de toute façon. Voilà, je ne pense pas que ce soit une utopie aujourd'hui. Ça l'était peut-être il y a 15 ans. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est une vraie question. Et je pense que les touristes aussi ont envie de trouver des solutions qu'ils n'ont peut-être pas le temps de chercher dans leur quotidien, en fait. C'est donc devenu une priorité plus qu'une utopie, si je comprends bien. Moi, je pense que c'est au tourisme de montrer des exemples et d'être présent sur ce secteur, oui. Très bien. Je suis persuadée, oui. Merci pour cette première réponse, Alice Deligé. Je vais me tourner vers Nathalie Waro à présent. Vous êtes réunionnaise installée depuis une dizaine d'années à Paris et vous travaillez en tant que responsable au pôle Outre-mer chez Atout France. Vous connaissez bien le sujet de ce soir qui est le développement durable. Alors, Atout France s'engage sur le sujet du tourisme durable. Est-ce que vous pourriez nous présenter son rôle, ses missions également ?
Oui, oui, tout à fait. Bonjour à tous et merci à toute l'organisation de me permettre de passer ce moment cet après-midi à La Réunion. C'est un vrai plaisir. Plaisir partagé. Atout France, c'est donc l'opérateur national du tourisme français qui organise ces 3 missions autour de la promotion de la France à l'international, donner envie de venir. C'est l'adaptation de l'offre française à la demande touristique et à son évolution, en améliorant sa qualité grâce à des services d'ingénierie, la connaissance des marchés, et nous accompagnons nos partenaires, qu'ils soient privés ou publics, à l'amélioration de leur compétitivité. Donc, au sein de l'agence, qui est un groupement d'intérêt économique, le tourisme durable est un sujet qui n'est pas récent. Ça fait de nombreuses années qu'Atout France est planché sur le sujet, et à travers des publications, notamment sur le tourisme durable, la connaissance des clientèles, l'action marketing, le choix des labels, etc. Et notre action vise à une meilleure valorisation d'un tourisme durable en France. Plus récemment, en 2019, le Comité national du pilotage du tourisme, qui est présidé par Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État en charge du tourisme, a lancé une réflexion globale sur le tourisme durable et France, terre de tourisme durable, et a mandaté l'ADEME, donc l'Agence pour les économies d'énergie, pour conduire une mission relative à la structuration d'une politique de développement du tourisme durable en France. Et c'est dans ce cadre qu'Atout France s'est fortement engagé dans la continuation de ces réflexions, autour notamment de 2 sujets. Le premier, c'est l'intégration dans le futur référentiel des classements des hébergements touristiques, qui fait partie de nos missions, de nouveaux critères obligatoires en matière de tourisme durable, donc pour les hôtels. Et enfin, dans le déploiement de l'ensemble des contrats des destinations que nous concluons avec les régions françaises, nous avons intégré la notion de tourisme durable fortement au cœur de ces contrats et de ces objectifs. Enfin, on a adapté également notre offre de formation à destination des professionnels sur le champ du durable, sur le champ de la transformation, ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation du tourisme. Donc bien évidemment, aujourd'hui, le tourisme durable, c'est un chantier prioritaire chez Atout France et j'ai envie de dire même une continuation. Merci beaucoup. Vous parlez de tourisme durable, équitable, solidaire, responsable. Alors, peut-être certains s'y perdent un peu. Est-ce que vous pourriez nous détailler de quoi il s'agit ? En fait, tous ces concepts visent au même objectif, qui est un développement durable des territoires et des destinations. On voit bien qu'ils prennent en charge au moins les 3 volets fondamentaux de ce concept de tourisme durable. Le premier, c'est l'environnement et une exploitation optimale et raisonnable des ressources de l'environnement, qui constitue un élément clé des destinations touristiques. Le volet sociétal, puisqu'il faut respecter les valeurs socio-culturelles et les communautés d'accueil. Et le volet économique, puisqu'il faut assurer une activité économique autour du tourisme, et cette activité doit être viable sur le long terme et qui offre à toutes les parties prenantes des avantages, que ce soit le visiteur ou le territoire. On pourrait aussi retenir, moi je vous propose de retenir la définition de l'OMT, qui est l'Organisation mondiale du tourisme, et qui définit le tourisme durable comme un tourisme qui tient pleinement compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Cette définition vise à mettre tout le monde d'accord et travailler dans le même sens. Mais il ne faut pas oublier, et ça c'est un élément important, que le tourisme durable n'est pas une pratique à part ou un marché touristique particulier. C'est une approche intégrée qui doit assurer un développement durable de l'ensemble du territoire. On ne peut pas le déconnecter, il fait partie d'un tout. Qui fait partie d'un tout, on l'entend bien, c'est collaboratif. Merci en tout cas à vous pour ces premières réponses également. Je vais me tourner vers Valérie Burnet à présent, toujours une invitée réunionnaise, mais cette fois-ci expatriée au Canada, il me semble. Valérie, est-ce que vous pourriez nous présenter votre activité et son lien avec le tourisme durable, s'il vous plaît ? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, j'ai fait ma maîtrise en développement du tourisme à Montréal et je suis donc fraîchement de retour à La Réunion.
Dans un premier temps, en fait, j'ai eu la chance d'accompagner des entreprises, des équipements culturels et agrotouristiques. Et à l'époque, on parlait beaucoup de l'agenda 21 de la culture. Donc, je dirais que le tourisme durable, pour moi, ça a d'abord été beaucoup à travers l'humain. Donc, à travers des expériences, du contenu marketing et aussi des événements. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Des événements, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Une petite gorgée d'eau. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'est ça, des événements qui avaient beaucoup comme intention, en fait, de créer du lien et des échanges entre les populations locales et touristiques. Et dans un deuxième temps, je me suis en fait spécialisée dans la coordination d'événements. Et je dirais que c'est là aussi que j'ai vraiment réalisé et que je me suis donné en fait comme mission d'accompagner à chacun de mes mandats les événements et les entreprises pour vraiment en fait s'assurer qu'on soit le plus éco-responsable possible. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte aussi de non seulement oui de l'importance, mais aussi des bénéfices en fait du développement durable. Comme dans toute activité touristique, quand on fait attention à, par exemple, réduire à la source la production de déchets, qu'on prend soin des sites qui nous accueillent, qu'on collabore aussi avec les fournisseurs, des partenaires locaux, qu'on inclut aussi la population locale, au final, on réalise que tout le monde est gagnant. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, selon vous, quand on parle d'économie sociale et solidaire, de quoi s'agit-il, selon vous? Oui, bien sûr. Alors, en fait, l'économie sociale et solidaire, ça comprend un petit peu comme le disait Nathalie, c'est vraiment toutes les entreprises, les organisations qui concilier non seulement en fait une viabilité économique, mais aussi la préservation de l'environnement, avec la volonté aussi de créer des emplois de qualité, de mettre en valeur le territoire, comme je le disais aussi, là, de créer du lien social. Donc, dans cette dynamique, on ne cherche plus seulement à faire du profit qui va bénéficier seulement à une petite partie de personnes, mais c'est vraiment en fait l'humain et le bien collectif en fait qui va primer sur le gain de capital, et où même en fait gérer les retombées économiques, les bénéfices vont être toujours réinvestis dans la mission de l'organisme ou de l'entreprise. En tourisme, comme on disait là, on parle souvent par exemple donc, de tourisme vert, responsable, équitable. Concrètement, il y a plusieurs formes en fait, je dirais, de tourisme social et solidaire. Il va y avoir par exemple des coopératives de solidarité qui vont se donner comme mission de mettre en valeur justement par exemple l'environnement naturel et humain, à travers justement encore une fois une collaboration avec des acteurs locaux, à travers même des collaborations avec des associations locales. Dans l'hôtellerie, un petit peu comme justement à travers Poivre et Citronnelle, on l'a vu, le tourisme social et solidaire, ça peut passer par des éco-constructions, un décor, des équipements qui, encore une fois, vont être faits par des artisans ou des artistes locaux. Ça peut être aussi un menu de restaurant qui va vraiment mettre en valeur des produits locaux, biologiques, de saison, et aussi la volonté de créer des activités qui vont être ouvertes et accessibles à la communauté locale. Et puis, si je peux compléter aussi, peut-être, on parle beaucoup en fait de plus en plus d'économie circulaire. Donc vraiment d'une vision systémique où on n'est pas seulement comme donc dans une économie dite linéaire où on fait juste extraire, produire, consommer, puis après ça jeter les produits. On est vraiment dans une dynamique où on va intégrer justement une volonté d'approvisionnement durable, d'éco-conception, même donc de recyclage des déchets qui sont produits et qui vont amener encore une fois donc, à une consommation plus responsable, plus durable. Et dans le domaine par exemple de l'événementiel,
On voit de plus en plus aussi une certaine mutualisation, donc un certain partage des équipements. Et une initiative assez récente au Québec que j'aime beaucoup, c'est par exemple la TAS, un OBNL qui s'est donc donné comme mission de développer des solutions éco-responsables. Et donc un de leurs premiers bons coups, c'est la création d'une tasse à café réutilisable et consignée. Et ils sont déjà en train de travailler aussi sur une genre de boîte à lunch, donc un genre de barquette, qui va être elle aussi consignée et distribuée dans un large réseau d'hôtels, restaurants et cafés du Québec. Est-ce que vous auriez des exemples d'entreprises qui auraient réussi ce repositionnement durable? Il y en a plein, c'est sûr, à travers que ce soit le Québec, la Réunion et le monde. Deux exemples peut-être que ce soir j'aimerais vous partager. En fait, j'ai collaboré, c'est l'hôtel Château-Laurier de Québec, une d'hôtel local dans la ville de Québec, qui a décidé de se doter vraiment d'une politique de développement durable. Donc c'est sûr que le développement durable, encore une fois, ça faisait partie de leurs valeurs et de leur mode de gestion, mais ils ont décidé de se doter en fait d'un comité de développement durable avec des employés et des partenaires externes pour aller encore un petit peu plus loin dans cette démarche. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est la façon dont ils se sont positionnés en fait dans leurs objectifs en particulier. Et en fait, leurs objectifs, l'objectif de cette politique, c'est d'être d'abord en fait reconnu comme le meilleur employeur. Donc, ils ont l'objectif vraiment de mettre l'humain au cœur de leurs activités et donc que leurs employés s'épanouissent. De fidéliser aussi bien sûr la clientèle en proposant une offre de service qui est à l'avant-garde et qui est bien sûr donc respectueuse de l'environnement. Et enfin, c'est aussi d'être présent et dynamique sur le territoire. Donc pour ça, c'est encore une fois, comme je le disais, là, de vraiment travailler avec des fournisseurs, des associations locales, et même en fait de chercher en fait à redonner, donc à s'impliquer socialement sur leur territoire. Le deuxième exemple que j'aurai ce soir, c'est en fait mon dernier mandat qui était pour une chambre de commerce dans un territoire où il y avait justement où il y a en fait beaucoup de PME touristiques. Et donc, quand je suis arrivée, je me suis encore une fois donné en fait comme mission de rendre nos événements le plus éco-responsable possible, et notamment un gala bisannuel qui accueille en général à peu près entre 300 et 400 personnes. Et donc, une des premières choses qui a été faite, c'est bien sûr encore une fois de collaborer, de travailler avec nos fournisseurs locaux. Ça a été de revoir en fait nos exigences, notamment par exemple avec le service traiteur, pour encore une fois donc, intégrer vraiment des produits locaux et s'assurer qu'il n'y ait pas par exemple ne serait-ce que de plastique à usage unique dans le service. Ça a été aussi d'être créatif quand est venu le temps aussi par exemple de penser à la décoration. Et ça a été aussi de compenser les émissions de GES, de gaz à effet de serre, en investissant dans deux OBNL, une qui plante des arbres et l'autre qui donne des bourses en fait à des jeunes qui veulent justement s'impliquer dans le développement durable de leur communauté. Et ce que je trouve en fait génial, c'est que ce travail qui à la base en fait était vraiment relié aux événements, en fait, ça a inspiré la direction et le conseil d'administration qui a décidé après ça de se doter, donc pour vraiment la chambre de commerce, de se doter également d'une politique de développement durable. Et ça a été bien sûr donc communiqué à notre communauté d'entrepreneurs, d'entreprises pour donner l'exemple. Et une des retombées aussi, je dirais, vraiment positives de ce repositionnement de la chambre de commerce, c'est que ça nous a permis en fait d'aller chercher un commanditaire majeur annuel qui était justement très sensible aux enjeux de développement durable. Merci beaucoup, mesdames, pour ces premières réponses très complètes.
Le sujet est donc lancé, développement durable dans le tourisme. On en parle ce soir, il y a des solutions. Nous sommes là pour en parler et il me semble que nous avons des premières questions, Sophie. On vous écoute. Tout à fait, Wendy. Nous avons une question qui s'adresse, qu'on peut adresser à Alice, je pense. Donc Alice, voilà, on nous demande, on nous dit la chose suivante, on parle souvent d'engagement des professionnels, donc des prestataires touristiques. Qu'en est-il de l'engagement des élus? Est-ce que c'est pas donc plus important ou voire indispensable, Alice? Mais c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où ça se joue en équipe. C'est pas quelque chose qu'on peut mener seul. Si, on peut le mener depuis chez soi, dans son activité professionnelle. Quand on est dans le tourisme, ben, ça me paraît primordial. Ça peut être vrai dans n'importe quelle entreprise. Hein. Tout à l'heure, Valérie parlait de la tasse à café, que tout le monde ramène sa tasse à café. Enfin, il y a plein de petits gestes qu'on peut adopter chacun personnellement. Hein. Mais effectivement, c'est une politique dont les politiques doivent s'emparer absolument, parce que ça peut être aussi créateur le déchet ou l'amélioration de notre cadre de vie peut être créateur d'une économie aussi. Hein. Enfin, je sais pas, je pense que ça se réfléchit. Mais oui, c'est évident que je crois que les choses sont déjà en route. Hein. Au niveau de la Réunion, on a le parc qui est en route. Pour moi, le parc national, c'est un outil qui est magnifique. Par contre, effectivement, il faut qu'on arrive à s'en emparer complètement, mais surtout dans sa dimension environnementale. Pas que par son aspect il empêche de faire ci, il empêche de faire ça. Oui, c'est sûr qu'il donne des contraintes. Personnellement, actuellement, je suis dans le Lot. Il y a des parcs régionaux qui existent depuis 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment super parce que c'est devenu la règle. Donc effectivement, je comprends qu'au début, ça puisse être vu comme beaucoup de contraintes. Maintenant, les contraintes, elles peuvent peut-être se travailler, ça peut dépendre de ça. Mais effectivement, je crois que ça se joue en équipe, comme le tourisme d'ailleurs. Le tourisme se joue en équipe. On peut difficilement travailler seul dans le tourisme. Pour moi, c'est même impossible. Merci Alice. Ce sera tout pour les questions pour l'instant? Oui, on reviendra aux questions tout à l'heure. Eh bien, on revient dans quelques minutes sur les questions. Je vais rester avec vous, Alice de l'IG. Quelles sont les premières actions que vous avez pu mettre en place dans votre structure, justement, concernant notre thématique du tourisme durable? Alors oui, il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'au démarrage, c'était principalement la gestion des déchets. Que ce soit au niveau de l'hôtel lui-même, mais aussi au niveau de la collecte et tout ça. Donc, il y a eu tout un travail là-dessus. Il y a eu un gros travail avec mes collaboratrices, puisqu'au début, curieusement, le premier frein, ça a été elles qui ne voyaient pas pourquoi je demandais autant de gestes. Parce que moi, je voulais qu'on collecte les bouchons de bouteilles. Je vais assez loin dans tout ce que j'essaye de recycler. On est obligé d'en faire dans notre métier. Nous, on n'en fait quasiment plus. Hein. Parce que maintenant, on achète en vrac, on fait du savon solide, shampoing solide, brosse à dents en bambou. Donc aujourd'hui, on va assez loin dans notre démarche. Mais au tout début, c'était un petit peu compliqué. Donc je me suis fait accompagner en fait par une entreprise pour aller chercher des labels. Et en fait, le fait d'aller chercher, donc nous, on a fait le choix sur le label Clé Verte. Parce qu'à l'époque, sur l'écolabel européen, on n'arrivait pas à recycler les huiles de vidange. Enfin, il y avait un certain nombre de critères qu'on ne pouvait pas atteindre, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu que certains ont pu l'obtenir. Mais effectivement, on a quand même des choses internes à l'île qui ne sont pas encore tout à fait mises en place, notamment sur le recyclage des huiles de cuisson, pas de vidange, des huiles de cuisson. C'est vrai que là, il y aurait une filière dont il faudrait s'emparer. Et effectivement, là, ça pourrait être créateur d'emplois. Pour moi, le label Clé Verte que j'ai choisi pour les Jardins d'Eva, en fait, il m'a permis de voir où j'en étais au niveau de l'environnement, de mon impact environnemental sur mon exploitation, et de dire, voilà, l'objectif à atteindre, c'est celui-là. Donc, il nous a permis à nous, en interne, l'équipe des personnes avec qui je travaille, il nous a permis en interne de caler nos objectifs et de se dire, bon, on va de là à là, en quel temps, et on va chercher à s'améliorer de toute façon. Donc, on l'a obtenu, on a mis quand même presque un peu moins d'un an pour l'obtenir.
et on a à continuer d'améliorer en fait notre travail au quotidien. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même abouti assez à la forme à laquelle je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin, à part sur des choses résiduelles comme les huiles de cuisson, sur des choses beaucoup plus profondes, où là, effectivement, il faudrait avoir un relais, quelqu'un qui vienne les chercher et qui puisse les réintégrer dans un circuit, puisqu'on peut les intégrer à des huiles de vidange, justement, c'était d'où l'erreur de tout à l'heure. Voilà, donc je crois que il y a eu plein de petites actions. Mais aujourd'hui, ça passe par le client. En fait, quand il arrive, il a une charte environnementale dans la chambre, il a un shampoing solide. Donc, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas d'impact avec les produits que l'on utilise pour la faune et la flore souterraine. Donc là, ça devient intéressant. On n'utilise aucun produit qui soit nocif pour nous-mêmes, donc pour les personnes qui travaillent dans l'établissement. Mais c'est pas non plus nocif pour les plantes, et bien sûr aucun engrais, Nous en fait, on vit très bien avec l'air du temps. On n'arrose pas non plus. D'ailleurs, c'est vrai qu'à Helbourg, ça pourrait. Il y a des fois où on en aurait besoin quand même, mais on gère vraiment l'établissement comme si c'était une forêt en fait. On est d'ailleurs quasiment dans une forêt, donc on utilise l'écosystème tel qu'il est et on essaye de pas le bouger du tout, quoi. On essaye d'avoir très peu d'impact. Vous parliez d'écolabel, Alice. Est-ce que c'est difficile d'obtenir un écolabel quand on est une structure, un hébergement? Oui, pas difficile, oui. Ça impose de la rigueur, d'avoir un plan. Je pense que ça impose de se faire accompagner quand même, parce que c'est quand même, il y a plein de points à remplir. Mais par contre, je pense que c'est primordial d'aller ouvert. C'est vrai que moi, la première chose que j'ai fait, c'était le classement en 2 étoiles. Alors, ça n'a rien à voir avec l'environnement, mais ceci dit, ça permet quand même de calibrer un peu son offre. Et ensuite, d'aller chercher un autre label, ça permet vraiment, ça impose des contraintes, mais ça donne des objectifs aussi surtout. Parce que des fois, on peut se perdre un petit peu dans tout ce qu'on a à faire. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est les objectifs à atteindre et comment on va à ces objectifs. Et donc, on est en évolution perpétuelle, on est en changement. Tiens, ça c'est bien, mais maintenant, aujourd'hui, on peut faire ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça reste compliqué, je pense, encore aujourd'hui, mais je pense que c'est nécessaire aussi pour revendiquer ça auprès de notre clientèle, en fait. Merci. Ça structure la démarche, en fait. Ça structure la démarche. Et c'est un petit peu quand même un outil commercial aussi. Un petit peu en second temps, parce que les gens, ils vont pas forcément, pour eux, ils sont un peu noyés, je pense, dans les labels. C'est pour nous, c'est important, parce qu'effectivement, ça se verra sur ce qui est fait dans l'établissement. Et les gestes comptent, en fait. Les gens le voient. Les gens aussi disent, ah ben maintenant, moi, je fais ça aussi. Maintenant, moi, je recycle ça. Il faut qu'en fait, toutes les actions que l'on met en place dans l'établissement soient visibles. Alors moi, j'ai mis du temps à faire ça aussi. Je faisais beaucoup de choses, mais en fait, c'était pas visible pour la clientèle ou pour les gens qui me connaissaient, oui. Mais donc, il faut arriver à dire, ben oui, nous, on fait comme ça pour telle et telle raison. Il faut l'expliquer. Mais c'est peut-être ça et le label aide à ça. C'est une manière, quelque part, pour montrer l'exemple. Si je comprends bien, montrer l'exemple aux touristes qui vont venir, vont le reproduire ensuite chez eux. C'est un peu de la transmission au final. Ouais, voilà, c'est ça, c'est complètement, on est complètement là-dedans parce que effectivement le label aide à structurer aussi comment le communiquer et parce qu'il y donne de l'importance à ce geste-là en fait. Parce que ce geste-là, on se dit finalement recycler, c'est mettre dans la poubelle jaune, dans la poubelle verte, c'est pas non plus. Mais si, ça a de l'importance en fait. Et c'est pas que ça justement. Et ça ne s'arrête pas. Il y a d'autres. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On n'a pas que le tri sélectif, en fait. Il y a énormément de choses dans le développement durable. C'est comment on arrose ses plantes, c'est on lave les légumes, on récupère l'eau, c'est est-ce qu'on a un compost chez soi, ou même au niveau de l'hôtel. Je veux dire, en fait, c'est pas que le tri sélectif, c'est énormément de petits gestes qui peuvent permettre d'avancer. Et si tout le monde avance, finalement, collectivement, ça devient quelque chose de chouette. Tout à fait. On est bien d'accord avec vous. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Valérie Burnet. Selon vous, quand une entreprise souhaite se tourner justement vers le développement durable, par quoi doit-elle commencer? Quelles questions doit-elle se poser? Qu'en pensez-vous?
Alors c'est sûr qu'un des premiers exercices auxquels on pense, c'est de faire un peu la liste justement des impacts, d'une part en fait négatifs, pardon, de nos activités, que ce soit sur l'environnement naturel ou humain. Ça passe par exemple par mesurer, analyser sa production de GES, de gaz à effet de serre, que ce soit comme à l'interne ou à l'externe, et de voir de quelle façon on peut justement donc soit réduire à la source, soit aussi compenser ces émissions. C'est de se demander aussi comment améliorer, comme le disait Alice, là, toute la gestion des matières résiduelles. Je pense que de plus en plus, c'est ça, on parle par exemple du compostage collectif qui est vraiment primordial si on veut vraiment réduire la quantité de nos déchets et aussi préserver l'environnement. Ça prend c'est ça, des municipalités ou en tout cas des politiques qui le permettent. Je dirais que quand vient le temps aussi, par exemple, d'investir, que ce soit dans des infrastructures ou des équipements, c'est d'essayer de faire des choix responsables et écologiques, et du coup, c'est pas forcément toujours les choix les plus économiques. Et dans un deuxième temps, je pense que de plus en plus, ce qu'il faut aussi se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de positif, donc comment nos activités, comme quand on parle justement de transmission, de montrer, donc comment nos activités peuvent avoir un impact positif, encore une fois, sur l'environnement et sur l'humain. On a, par exemple, même, j'entendais dernièrement, là, suite à la crise qu'on vit actuellement, des destinations comme la Thaïlande qui décident de fermer leur parc naturel pendant une certaine période à chaque année pour justement permettre à la nature de se régénérer. Donc c'est peut-être des actions aussi là collectivement qu'on peut en tout cas envisager, ou en tout cas une question qu'on peut se poser. Sur le plan humain, c'est encore une fois de se demander est-ce qu'on peut avoir un impact positif, comment est-ce qu'on peut être vraiment en lien, encore une fois, avec la population locale. Donc est-ce qu'il y a des organismes, des associations avec lesquelles on peut collaborer ou à qui on peut redonner. Comme je le disais, c'est aussi comment engager aussi ses employés dans ce genre de démarche. Donc, on peut par exemple penser, c'est sûr que ces derniers temps, on a beaucoup parlé par exemple de télétravail. Ça peut être aussi en facilitant le covoiturage ou en fournissant aussi certains équipements justement plus éco-responsables dans le quotidien en fait de notre entreprise. Une autre stratégie peut-être, que je trouve en tout cas qui fait vraiment, qui a vraiment sur le long terme, c'est vraiment, comme on le disait là, le tourisme, c'est vraiment un travail collaboratif. Donc c'est vraiment de communiquer en fait notre vision du développement durable et que ce soit à nos fournisseurs, nos partenaires, nos commanditaires et même, comme on disait là, à la clientèle. Pour que dans le fond chacun aussi fasse sa part, soit obligé en fait de faire partie de cette démarche et deviennent des alliés et ça crée, je dirais, une genre de chaîne de changement qui est aussi positive et un écosystème qui est plus durable au sens du terme. Très bien, merci beaucoup. Nathalie Iwaro, je vais me tourner vers vous à présent. Vous avez une bonne connaissance, une bonne expérience des différents territoires. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour les territoires qui se sont déjà positionnés concernant le développement durable, quel est leur discours ? Alors, je pense qu'il faut distinguer peut-être deux catégories de territoires. Il y a les territoires qui font référence aujourd'hui sur le champ du durable, je pense au Costa Rica notamment, ou encore plus proche, c'est la péninsule scandinave qui a développé son propre label qui est Sustainable Destination, qui eux affichent le développement durable comme étant leur élément essentiel de positionnement. Donc ils sont durables dans leur intégralité et on parle à ce moment-là essentiellement de nature mais de plus en plus de culture. Dans une autre catégorie, on a des territoires qui vont mettre dans leur vitrine à destination des visiteurs des offres de découverte durable de leur territoire. On peut penser aux montagnes de l'Atlas pour le Maroc, qui est conçu comme une destination de masse, mais qui a aussi ses produits durables avec des hébergements nature.
le Brésil également sur une région spécifique qui est Bonito, mais aussi la France avec le parc du Mercantour qui affiche son positionnement sur de la biodiversité, sur de la découverte, etc. Donc, dans ces deux catégories, on voit bien qu'aujourd'hui, la crise sanitaire accélère le processus d'inscription des destinations dans cette mouvance. Et en premier lieu, c'est bien entendu la garantie environnementale des trois piliers qui apparaît, parce qu'elle se traduit par la sécurité sanitaire attendue par les visiteurs, qui est remontée dans le top 1 aujourd'hui des attentes. En termes de discours, d'éléments, ce qui est le plus mis en avant aujourd'hui, c'est clairement les atouts naturels de ces destinations. Une tendance de plus en plus lourde vers le culturel, la découverte des communautés, le partage avec elles, être dans des endroits, donc ça revient au naturel, où il y a peu de monde. Donc en fait, on n'est plus dans cette proximité qui semblait étouffante et qui est fortement mise en cause aujourd'hui dans la crise du Covid. Donc un positionnement de plus en plus important des destinations, qu'elles soient matures ou plus récentes, et un discours qui, pour l'heure, tourne encore beaucoup autour des atouts naturels. Merci beaucoup. On va se tourner tout de suite vers les questions des internautes avec Sophie. On vous écoute. Oui, alors nous avons une question pour Nathalie, justement, qui nous dit, voilà, la Réunion est une île vers laquelle il est nécessaire de prendre l'avion. Est-ce que c'est compatible avec un positionnement destination durable ? Et moi, je rajouterais, est-ce que la Réunion a suffisamment d'atouts pour se positionner comme destination durable, Nathalie ? Alors, sur l'aérien, la Réunion, vous pensez bien que ce n'est pas le seul cas, où nous avons des territoires insulaires sur lesquels on va en avion. Enfin, c'est difficile de faire autrement. Dans ce contexte, il y a beaucoup de travail qui est fait par les compagnies aériennes sur toute la notion de compensation. Comment moi, visiteur, et je pense que la Réunion va aussi s'y mettre, je peux compenser mon empreinte carbone quand j'ai pris un vol long pour arriver jusque-là. Il y a plein d'outils possibles, plein d'options possibles qui devront être proposées aux visiteurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de complètement antinomique avec un positionnement durable. Sur les atouts de la Réunion, sur le champ du durable, ils sont quand même extrêmement nombreux. D'abord, il y a une nature exceptionnelle et elle est reconnue de façon internationale par l'inscription des cirques Remparts et Pitons au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a de nombreux espaces protégés qui sont régis par des réglementations nationales, parcs nationaux, réserves marines. On a une culture qui est également reconnue, je pense au Maloya, qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Un vivre ensemble qui est souligné, salué par l'ensemble des voyageurs, mais également des guides touristiques. Une gastronomie dont on parle de plus en plus au plan national, le rogaille saucisse, a acquis ses lettres de noblesse. Mais l'ensemble de ces atouts n'en fait pas pour autant une destination durable. C'est-à-dire, ce n'est que les constituants d'un engagement qui doit être plus vaste. Et pour arriver à ça, il s'agit aujourd'hui d'organiser une démarche qui soit structurée pour inscrire la destination dans une démarche de tourisme durable et en faire une destination durable telle qu'on le souhaite. Mais en tout cas, nous en avons les ingrédients, maintenant il faut faire le bon carré. Peut-être 3 éléments fondamentaux qui sont des clés de réussite. Il faut d'abord un portage et une ambition politique. Alors, vous avez déjà abordé le sujet, Alice l'a également souligné, mais la Réunion est déjà engagée dans ce processus de développement durable, malgré des contraintes qui sont fortes à gérer à l'échelle de l'île. Une île qui est jeune, qui est soumise à des risques naturels importants, une population importante dans des espaces qui sont contraints, là aussi il y a une forte pression, des besoins en mobilité qu'il faut faire évoluer vers des mobilités plus douces, vers moins d'embouteillages, pour être très direct. Des engagements des socioprofessionnels, c'est le deuxième point, nous en avons vu quelques-uns. Et Alice a bien expliqué comment il fallait s'inscrire dans cette cohérence globale de la chaîne touristique et chacun doit apporter sa pierre en fait à l'édifice.
Et sans doute un dernier point, c'est d'impliquer les clients et assumer sa promesse. Impliquer les clients, on l'a évoqué, quand je viens en avion, je dois me poser la question et je dois agir pour compenser mon empreinte carbone. Et assumer la promesse, c'est dire je suis une destination durable et je le prouve. Je le prouve en ayant un label, par exemple, c'est ce qu'a fait Alice. Je le prouve par mon image d'espace préservé, protégé, et par mes différents labels qui existent. Donc en fait, les atouts sont là. Aujourd'hui, il faut qu'on les mette en musique et qu'on fasse une dynamique de l'ensemble des professionnels et de l'écosystème, mais dans une vision globale, j'insiste, sur une île durable avec son tourisme durable. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, Sophie? On y reviendra tout à l'heure. On y revient tout à l'heure. Très bien, il n'y a pas de souci. Je vais moi me tourner vers Alice Deligé. Est-ce que, selon vous, vous auriez des conseils à donner aux prestataires touristiques de La Réunion? Non, moi j'ai pas de conseils à donner. C'est vrai que moi, je suis assez contente du résultat de l'établissement au bout de, on est dans la 16e année. C'est un petit hôtel de 10 chambres avec 120 couverts et on a quand même 7 personnes à l'année, 9 quand il y a une bonne saison, 10 avec moi. Donc oui, c'est plutôt, je suis plutôt assez contente de l'impact écologique et économique. Mais non, j'ai pas de conseils à donner. Je pense qu'effectivement, ça part d'une conviction. Et puis, effectivement, après, il faut l'appliquer. C'est-à-dire souvent, ce qu'on a dans sa tête, il faut le mettre dans ses mains et puis allez, on y va. Et ça part de... Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais je pense que le développement durable, c'est une expérience à partager. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se sentent intégrés. Voilà, ils le font avec nous en même temps. Quand ils séjournent à l'établissement, ils y participent aussi, en fait. Voilà, mais j'ai pas de conseils à donner. C'est déjà un très bon conseil. Le côté participatif est un très, très bon conseil. Je vais me tourner vers Valérie. Est-ce que vous auriez une des pistes pour savoir comment accompagner les prestataires touristiques de La Réunion dans une démarche de développement durable de leur activité? Je dirais que c'est beaucoup en fait du cas par cas quand même, par expérience. Donc en général, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de dresser une sorte de diagnostic, de premier bilan pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré, mais qu'est-ce qui est déjà aussi intégré dans les pratiques du quotidien. Et à partir de ce genre de bilan, on est capable de justement poser des actions, se donner un plan d'action avec une idée justement une fois du niveau de faisabilité, des ressources, que ce soit économiques, d'expertise dont on a besoin, autant à l'interne qu'à l'externe. C'est d'identifier aussi, je pense, les obstacles ou les freins, encore une fois, qui nous appartiennent en fait comme entreprise ou des obstacles en fait dans notre environnement, que ce soit politique, municipal, qui nous empêcherait d'une certaine façon à atteindre ces objectifs. C'est de se donner aussi justement des sortes de carottes, de lignes de mire, d'objectifs. Donc de se rappeler que ce genre de démarche, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais ça permet sur le long terme d'être en fait aussi plus économique, d'être plus performant, de se donner aussi en fait une dynamique d'innovation, parce que ça nous pousse forcément à être créatif et à penser un petit peu différemment. Bien sûr, à diminuer son empreinte écologique, à avoir une meilleure image de marque. Puis, je dirais que ce qui est important aussi dans ce genre de démarche, c'est vraiment que ce soit forcément intégré en fait à chacune des prises de décision, à chacun des projets qu'on met en place. Donc, comme on dit en bon québécois, que ce soit vraiment comme intégré dans la poutine, la quotidienne de nos activités sur Merci beaucoup. Et Nathalie, je voulais vous poser la question suivante. Vous avez fait partie du plan de relance sur le sujet du développement durable avec différents acteurs professionnels du milieu du tourisme. Est-ce que vous avez des pistes d'action qui ont été évoquées? Est-ce que vous pourriez nous les communiquer? Alors, les échanges avec les professionnels, d'abord, ils ont été nombreux et denses et ils sont venus conforter les orientations du schéma régional de développement touristique
qui vise à faire de notre île une destination de référence dans l'océan Indien en matière de tourisme durable. Donc ça, c'est déjà un premier élément important. Maintenant, crise du Covid, ça, en fait, ça vient accélérer cette orientation, et c'est ce qu'ils souhaitent et que je partage pleinement, pour en faire une priorité de mise en œuvre des orientations stratégiques. Alors, il y a plusieurs pistes et des actions qu'ils ont d'ores et déjà proposées par les professionnels, et des actions phares, j'ai envie de dire, pour que ça soit visible, parce que Alice a mis un élément important. Il faut que ça soit visible pour le visiteur, il faut que ça soit lisible pour tous. C'est aussi un peu le souci des labels. Mais en tout cas, au titre des actions qui ont été proposées, d'abord, c'est de faire du tourisme durable un élément fédérateur de l'ensemble des acteurs et de créer cet écosystème dynamique autour de la durabilité. C'est de mieux valoriser les offres qui s'inscrivent dans cette démarche. Tous les professionnels qui ont fait des efforts en la matière, je pense à M. Raz, en fait, notre hôte du jour, et je pense à Alice qui, avec sa démarche de label, et que ces efforts, ils doivent être valorisés, ils doivent être mieux mis en valeur. C'est travailler sans doute à une charte du tourisme durable, mais autant pour les acteurs que pour les visiteurs. Et là, on s'était référé à des destinations comme l'Islande, de mémoire, qui invite ses visiteurs à signer une charte qui s'appelle le serment islandais, et qui permet de dire, quand je serai dans cette destination, j'en respecterai les règles, je mettrai tout en œuvre pour préserver la nature, je tâcherai de laisser le moins d'empreintes derrière moi, etc., etc. Alors, c'est un engagement qui est d'abord un engagement moral, mais sur lequel on affiche aussi notre volonté de préserver cet écrin qui est le nôtre. C'est de favoriser une économie circulaire, donc c'est tout ce qui permet aujourd'hui d'avoir un petit déjeuner 100% local, on l'a évoqué tout à l'heure, et de favoriser les circuits courts en matière d'approvisionnement. Ça nécessite du travail sur la nature des produits, ça nécessite du travail sur les tarifs qu'on va pouvoir trouver autour de chez soi, etc. Donc en fait, c'est des travaux et des chantiers importants à conduire. D'autres idées ont émané, qui ont fait aujourd'hui l'objet qui ont été soumis à la collectivité régionale. Et maintenant, on est vraiment en phase de mise en œuvre et pour passer à l'action. Donc, voilà en quelques mots les idées qui ont été émises, mais je pense que ça crée aujourd'hui l'élément fédérateur pour rebondir suite à cette crise sanitaire. Merci beaucoup pour cette réponse, et je vais me tourner vers Sophie. Est-ce qu'on aurait une dernière série de questions des internautes pour nos invités? Justement, toujours pour Nathalie, on nous parle là, c'est Cédric qui nous parle du SDATR. Alors Nathalie, peut-être nous dire un petit mot sur le SDATR, de quoi s'agit-il, et est-ce que le tourisme durable est porté dans ce document stratégique pour la Réunion? Alors, le SDATR, c'est le schéma de développement et d'aménagement touristique de la Réunion. C'est un document réglementaire, puisque pour nos professionnels, mais enfin ils le savent tous, la compétence touristique aujourd'hui appartient aux collectivités régionales, et elles ont pour mission d'établir un schéma de développement et d'aménagement touristique et des loisirs. Ça permet de fixer une vision à 10 ans, en 15 ans, de ce que sera ce territoire sur le champ du tourisme. Et donc ce schéma, il a été actualisé en 2013 par la collectivité régionale, et il a été soumis au vote de son assemblée. Donc c'est vraiment un document officiel qui aujourd'hui est opposable et sur lequel on peut s'appuyer. En termes de stratégie dans ce schéma, on n'y trouvera pas une page consacrée à tourisme durable. Parce qu'en fait, le tourisme durable est distillé sur l'ensemble des actions que l'on va conduire. Et la volonté régionale, mais qui effleure dans tout ce document, que je vous invite d'ailleurs à découvrir, il est en ligne, c'est bien de faire de la Réunion une destination durable, de référence, au sein de son bassin océan Indien. Donc qui entraîne ses professionnels, avec une économie qui serve l'ensemble du territoire, et qui soit durable, avec une valorisation des nombreux atouts que l'on a évoqués ensemble, et tous les efforts qui sont faits pour les préserver.
Donc voilà ce qu'on pourrait retenir, et ensuite ça se décline bien sûr en actions plus précises. Mais l'idée générale, c'est bien avoir une destination durable. Merci beaucoup pour cette réponse. Sophie, on va s'arrêter là pour les questions des internautes ce soir. Merci Wendy. Juste préciser aux internautes qu'ils peuvent continuer à poser leurs questions sur la page Facebook de Fédération Réunionnaise de Tourisme, et nous y répondrons avec plaisir. Voilà, le message est passé. N'hésitez pas à poser vos questions encore après ce direct, notamment sur la page de la Fédération Réunionnaise de Tourisme, comme vient de vous le dire Sophie. Partagez-le auprès des professionnels du tourisme que vous connaissez. N'hésitez pas. Mesdames, en visioconférence, nos invités, je vais vous demander un dernier mot en conclusion de cette émission. Et la pluie s'invite aussi. Je vous écoute, mesdames. On va commencer avec Alice. Je sais pas, il y a plein de choses à dire en même temps. Pour moi, effectivement, le fait que l'île ait été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça veut tout dire. Maintenant, il faut qu'on le décline effectivement dans le tourisme et dans notre vie quotidienne. Pour moi, le développement durable doit être décliné à tous les étages pour vraiment que ce soit vrai, en fait. Pour faire que ça devienne réel. Le message est passé. On va demander à Nathalie Waro son mot de conclusion. En quelques mots, la Réunion, enfin notre île, dispose de tous les atouts, les moyens, l'envie, le professionnalisme nécessaires à devenir la destination de référence qu'on appelle de tous nos voeux dans l'océan Indien en matière de tourisme durable. Et je voulais juste partager avec vous, au cours de mes différentes lectures, une enquête réalisée par le quotidien Le Parisien en 2015 et qui plaçait la Réunion dans le top 10 des destinations responsables. En première place, c'était le Costa Rica. Mais nous étions déjà perçus comme tels. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on passe en mise en œuvre, il faut qu'on s'organise, qu'on valorise mieux, qu'on communique mieux sur nos forces avec les acteurs, les visiteurs, avec l'ensemble de l'écosystème pour faire savoir ce que nous sommes et mettre en avant nos valeurs fondamentales. Merci beaucoup pour votre conclusion. Et enfin, notre dernière invitée, nous vous écoutons. Oui, encore une fois, merci vraiment à toutes et à tous pour cet échange. Mon mot de la fin, ce serait peut-être vraiment destiné aux prestataires, dans le sens où, pour moi, le développement durable, c'est vraiment un work in progress, donc c'est vraiment une destination. Et je une source d'apprentissage vraiment au quotidien. Donc c'est vraiment en commençant par des petites actions que ça nous mène vers d'autres petites actions et justement vers une destination. Je vais vous couper car nous sommes vraiment sous une forte pluie. Donc la pluie s'est invitée pour la fin de ce webinaire. Merci à tous de l'avoir suivi. Cette émission sera en replay. N'hésitez pas à la consulter. Prochain rendez-vous le 24 septembre à 17h. Nous serons dans le nord, à la montagne. Merci à tous nos invités. Je vous laisse car tout le matériel ne doit pas rester sous la pluie. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci Sophie. Merci. Ah oui, là je suis désolée, j'ai fait un peu... Mi va vang, bibon la mondos, mi la langue, si la langue en bouton rose va vang.